Bonjour, je suis Aurélie et je vis depuis des années avec une maladie chronique. Mon but ici, c'est de partager mon expérience sur plein de sujets. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un traitement, on va parler d'une classe de médicaments, les corticoïdes, qu'on peut aussi connaître sous le nom de ce qui est plus prescrit, c'est la prednisone ou la prednisolone. On appelle ça aussi des anti-inflammatoires stéroïdiens, je pense que je l'ai bien dit. Et puis, il y a plein de gens qui en prennent. Moi, j'ai une rectocolite hémorragique, donc c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. C'est un médicament qu'on peut prendre dans ma maladie, dans la maladie de Crohn aussi, mais aussi des personnes qui ont l'eczéma peuvent en prendre, des personnes qui ont un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, certains cancers, une sclérose en plaques, de l'asthme, je pense que je l'ai dit. Donc voilà, donc on est plein en tout cas à prendre ces médicaments. Et c'est un médicament qui peut faire peur parce qu'on sait qu'il y a des effets secondaires. Donc on lit plein de choses sur Internet, on voit plein de choses et puis des fois on est un petit peu paumé, on se demande qu'est-ce qui va m'arriver. Moi, quand on me l'a prescrit, j'ai demandé à des proches qui en avaient pris pendant des temps assez longs, qu'est-ce qu'ils avaient pu vivre pour essayer de voir à quoi je pouvais m'attendre. Il y en a un qui m'a dit, tu vas voir, c'est un médicament hyper efficace et puis tu vas être à fond, tu vas avoir plein d'énergie, ça te dope. Et donc un médicament un petit peu en mode Superman. Et puis un autre m'a dit, oulala, les corticoïdes, mais moi ça a été terrible, tu vas voir, tu vas prendre du poids, tu vas gonfler, tu vas être irritable. Bref, le médicament en mode moi moche et méchant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Est-ce que ça a été Superman, moi moche et méchant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si je détaille un petit peu le menu, ce qu'on va voir c'est qu'est-ce que c'est ce médicament, comment il se présente, et puis les effets auxquels on peut s'attendre, les effets secondaires, le côté obscur de la force, les défis aussi que pose la prise de ce médicament. Et puis, je vous donnerai quelques petites astuces ou quelques petites choses que moi, j'ai pu mettre en place pour limiter la casse. Alors, bien sûr, moi, je vous parle en tant que personne qui en prend de la prednisone, parce que j'en prends actuellement. Je vous parle en tant que malade, en tant que patient, voilà. Donc, je vous donne mon expérience, mon retour d'expérience, comment ça s'est passé pour moi, avec mes mots, avec ce que j'ai vécu. Ça ne se substitue pas, bien évidemment, à une parole de médecin. Si vous voulez plus d'infos, si vous avez des questions par rapport à vous, posez-les à votre médecin, allez chercher de l'information médicale, et là, vous pourrez vous faire un point de vue un petit peu global. Voilà, moi j'ai juste un petit éclairage à vous donner. Et puis, moi, ce qui m'est arrivé et comment je l'ai vécu et mes difficultés et mes effets secondaires, c'est pas forcément celle que vous vivrez vous parce qu'on est tous différents et on rencontre des effets secondaires différents selon qui on est. Si vous voulez les partager, allez-y en commentaire, ce sera toujours intéressant. Donc c'est parti, donc c'est un médicament qu'on prend comment ? Le plus simple, une des façons de le prendre, c'est par la bouche, en forme de cachet. Donc tout ce qu'il y a plus de classique, petite boîte, petite pilule, un truc assez simple à avaler, comme ça casse pas trois pattes à un canard. Donc moi, c'est ce que je prends tous les matins, c'est mon médicament. J'ai testé aussi une autre façon de le prendre, parce que j'ai été en crise de ma maladie il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, et j'ai été hospitalisée. Quand j'ai été hospitalisée, j'étais sous perfusion parce qu'il n'y avait plus rien qui passait et même le paracétamol était mis sous forme de perfusion. Donc bien sûr, les corticoïdes, ils les ont mis dans la perfusion, c'est-à-dire, je vous mettrai peut-être une image, mais c'est-à-dire que c'est dans une petite poche et puis ça descend dans un tuyau et ça va dans votre veine. C'est par voie veineuse, voilà, classique. Et on donne aussi ce médicament parfois sous cette forme-là parce que les personnes qui réagissent pas rapidement à ce médicament, comme moi, parce que moi, avant la crise, j'avais augmenté les doses et je prenais les cachets, j'avais du mal à avoir un effet sur mes symptômes. Ce que disaient les médecins, c'est que je répondais pas très bien au traitement et quand on ne répond pas très bien par cachet, on essaye par injection et des fois ça fonctionne mieux. En tout cas pour moi ça a été le cas. Il y a d'autres façons de prendre, par inhalateur, par injection dans les muscles ou dans les articulations, par lavement, par crème, c'est selon ce que vous avez, pour que ça aille au plus proche de la zone à traiter.
Et pourquoi c'est intéressant que ça aille au plus proche de la zone à traiter par rapport à les prendre en médicament, c'est que généralement il y a moins d'effets secondaires. Donc ce médicament, qu'est-ce que c'est du coup c'est une hormone de synthèse, c'est-à-dire que c'est une hormone qui est fabriquée en laboratoire et qui est là pour mimer une hormone naturelle qui est produite par le corps et qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, vous le connaissez peut-être sous le nom hormone du stress. Alors oui, j'ai dit stress, ça ne veut pas dire qu'on le produit que quand on est face à un stress et ça ne veut pas dire que c'est négatif, le fait d'être lié au stress. Non, c'est une hormone qui est vitale, qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme et qu'on va produire le matin, tous les matins. Il y a un pic, parce que ça nous prépare à affronter la journée. Voilà, donc après, la concentration de cette hormone, elle descend dans le sang et puis elle est au plus bas la nuit. C'est pour ça que ce médicament, on le prend le matin pour être au plus proche du fonctionnement du corps et pour que ça fonctionne le mieux possible et que les effets, du coup, puissent être ceux qu'on a dans le corps normalement. Alors bien sûr, le médicament de synthèse est beaucoup plus puissant que l'hormone naturelle qu'on sécrète. Et bien sûr, en cas de stress, on va avoir des pics de cortisol et on va du coup produire cette hormone-là pour nous permettre d'être prêt à nous livrer aux deux actions quand on se retrouve dans cette situation-là, fuir ou attaquer. Voilà, donc pour cette hormone-là. Pourquoi on la prescrit? On la prescrit parce qu'elle est anti-inflammatoire. Ce qui est intéressant dans les maladies comme la mienne, pour contrôler l'inflammation, c'est un médicament qui est supposé être assez efficace et fonctionner assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'on le donne. À haute dose, il peut aussi avoir un impact sur les défenses de l'organisme. Ce qui peut être intéressant, là, le bon côté de la médaille, c'est quand on a une maladie auto-immune où on a le système immunitaire, donc les défenses de l'organisme qui ont des réponses un petit peu inadaptées, un petit peu excessives, ça va permettre de pouvoir les freiner et un petit peu contrôler cette réponse immunitaire. Le mauvais côté de la médaille, c'est-à-dire que si vos défenses, elles sont freinées, vous allez moins réagir quand vous allez croiser un microbe, un virus ou toutes les petites choses qu'on peut trouver particulièrement l'hiver. Et donc, on a plus de risques de choper une infection ou d'être malade. Ça ne veut pas dire qu'on l'est forcément, mais qu'on a plus de risques. Donc voilà pour ce médicament. Le défi que ça pose, c'est que quand on le prend un peu longtemps, c'est-à-dire sur quelques semaines, on ne va pas pouvoir l'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est un médicament qu'on va arrêter petit à petit. Et le médecin va vous dire d'ailleurs comment faire et à quelle dose. Voilà, pour chacun, c'est différent. Moi, par exemple, j'ai commencé à 60 et puis après, on décroît tous les 15 jours de 10. Donc là, je suis actuellement à 40. Pourquoi on décroît ces médicaments de façon graduelle et progressive? C'est parce qu'il y a un risque que les symptômes repartent, la maladie repart si on le fait trop vite. Et il y a un autre risque, c'est que le corps il se met un petit peu au repos de sa production de cortisol, vu qu'on lui apporte une hormone de synthèse qui fait pareil. Et il faut qu'il reparte sur une production normale de cortisol et le fait de descendre graduellement les doses, le corps va remarquer que les doses descendent et va à un moment donné prendre le relais et repartir normalement. Le risque c'est que ça reparte pas ou que ça reparte pas bien et comme c'est une hormone vitale, là, ça peut poser de gros problèmes. Alors comment ça s'est passé pour moi ? Dans le cadre d'une maladie comme la mienne, la RCH, on fait des crises, on fait ce qu'on appelle des poussées. Et à ce moment-là, moi, quand j'ai fait des crises, on m'a prescrit à un moment donné de la prednisone. Pourquoi ? Pour l'effet anti-inflammatoire et pour pouvoir contrôler assez rapidement cette crise et mettre en place un autre traitement au long cours. Parce que les corticoïdes, ils vont pas être prescrits au long cours généralement dans ma maladie, ils vont essayer de prescrire ça sur un temps assez petit parce que avec généralement des doses élevées et du temps, c'est là qu'on voit débarquer des effets secondaires. Donc par rapport à ça, ils essayent de faire 2-3 mois de prescription de corticoïdes, le temps de maîtriser la crise et de commencer à descendre les doses. Donc moi, sur le papier, on devait faire 2-3 mois.
Et c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Manque de bol, ben non. Pourquoi? Parce que, j'ai mis du temps, comme je le disais, à répondre aux médicaments. Donc, les cachets, on met du temps à réduire les symptômes. Puis, du coup, on est arrivé à contrôler l'inflammation, contrôler la crise. On a mis en place le traitement, du coup, qui allait pouvoir servir au long cours. On a baissé les doses. Et à ce moment-là, peut-être qu'on l'a fait trop rapidement, les symptômes sont revenus, je suis repartie en crise et donc j'ai dû réaugmenter les doses. Donc comme je disais, j'étais hospitalisée, tout ça, ça a pris assez longtemps. Et là, je rebaisse les doses parce qu'on a mis en place un deuxième traitement, un autre traitement, et on va voir si ça fonctionne. Bilan des courses. 8 mois de corticoïdes. Donc, j'ai pu tester pour vous un certain nombre d'effets secondaires. C'est ce qu'on va voir maintenant, le côté obscur de la force, les effets secondaires. Alors, comme je le disais, généralement, les effets secondaires arrivent avec le temps et avec des doses élevées. C'est là où on a le plus de risques de les faire. Après, ça n'empêche pas que des gens puissent avoir des effets secondaires sur des prescriptions qui sont courtes, donc sur du temps court, et avec des doses beaucoup plus faibles. On est tous différents et on a tous une sensibilité différente. Moi, en tout cas, ils ont débarqué pas tout de suite, ils ont mis quelques semaines à débarquer. Le premier, ça a été sur le sommeil. Déjà, avec mes symptômes, je me réveillais à 2 heures, à 4 heures, à 5 heures. Donc, avec les corticoïdes qui ont pour moi cet effet excitant, cet effet où on est plein d'énergie, un petit peu dopant, où on est à fond, comme je dis, où on est à fond. Il y a cet effet où c'est difficile pour moi de trouver le sommeil. Après, quand je me réveille la nuit, c'est difficile de me rendormir. Et quand je me réveille à 5h30, c'est le cerveau est à fond. Et là, j'arrive plus du tout à me rendormir. Donc, du coup, c'est des nuits qui sont fractionnées, qui sont hyper courtes. Un sommeil qui n'est pas récupérateur et une grosse fatigue. Alors comme je le disais, cette fatigue elle est masquée par cet effet dopant, hyper excitant des corticoïdes, mais ça fait cette sensation un petit peu bizarre. En fait, moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait une excitation de surface qui permet aussi de fonctionner, parce que la journée, il faut bien pouvoir continuer à affronter la journée, etc. Mais derrière, on sent cette grosse fatigue. Et ça fait une impression assez bizarre, d'où aussi des problèmes de concentration, de mémorisation. Donc voilà, un effet en tout cas sur le sommeil. Un autre effet aussi pour moi qui s'est fait sentir, c'est un effet sur l'humeur. Alors, est-ce que c'est les corticoïdes ou est-ce que c'est le fait d'être, d'avoir une grosse crise, d'être fatigué, la douleur aussi, un certain nombre de choses qui fait que le fardeau de la maladie fait que déjà c'est compliqué. Mais bon, au niveau de comment moi je me sentais, il y avait cet effet un petit peu de stress où je me sentais à fleur de peau et où j'avais tendance à des fois surréagir ou réagir un petit peu trop vivement. Donc des sautes d'humeur, une irritabilité, donc comme je disais, moi moche et méchant, on y est. Donc voilà, pas évident avec les proches, pas évident dans la vie sociale. Cet effet sur l'humeur, moi c'est quelque chose que j'ai ressenti, je ressens un petit peu moins maintenant, mais je l'ai eu pendant un petit moment. Autre effet secondaire, et celui qui pose souvent problème, c'est tout ce qui est sur le physique, la prise de poids, le fait de gonfler, la rétention d'eau. En fait, on change physiquement. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le visage. Ce qu'on appelle la moon face en anglais, c'est la tête de lune. Les corticoïdes vont favoriser la rétention d'eau. La rétention d'eau fait gonfler en particulier le visage. Et ça, c'est surtout quand on prend des doses importantes de corticoïdes. Donc, on gonfle des joues, on gonfle du cou. Et ça dépend des jours. On est plus ou moins gonflé. Moi, on voit que ça commence, on le voit à la caméra. Et c'est pas évident d'avoir des changements sur le visage parce que le visage, c'est là où on se reconnaît, c'est notre porte d'entrée sociale et d'avoir ce visage qui gonfle, qui devient moins ce qu'on peut ressentir comme du joli, c'est-à-dire on a moins les traits définis, on a le visage qui est moins saillant, qui est plus rond, donc ça peut être un petit peu compliqué.
Mais on gonfle pas que du visage, on gonfle aussi du corps. Et puis, il n'y a pas que de la flotte, il y a aussi du gras. Et c'est ça aussi le problème, c'est que moi, ce que j'ai eu, c'est qu'avec ma maladie, j'ai perdu beaucoup de poids très rapidement quand j'étais en crise. En l'espace d'un mois, j'ai perdu 10 kilos. Et puis, quand je suis sortie d'hospitalisation, grâce aux corticoïdes et à la reprise de l'alimentation, j'ai repris ce poids-là, mais je l'ai repris très très vite. Pourquoi ? Parce que j'avais des fringales, j'avais très très faim, et puis je sentais que mon corps était en mode stockage. Alors il stocke où le corps ? Il va stocker sur que des endroits vachement sympas, le tronc, le ventre, comme je disais, le cou, le visage, ça peut être aussi le dos. Bref, ça donne un physique un petit peu arrondi du haut. Et parfois aussi, moi ce qui m'est arrivé, c'est qu'on perd aussi du muscle au niveau des bras, au niveau des jambes. Donc le physique, moi moche et méchant, moi dans mon cas, on y est aussi. Donc il y a eu cet impact sur le physique. Il peut aussi y avoir d'autres impacts un petit peu plus profonds, c'est-à-dire que quand on lit un petit peu les choses, on prend conscience que les corticoïdes, ça va favoriser l'hypertension, ça va favoriser l'hyperglycémie. Donc si on est sujet au diabète ou si on est diabétique, c'est des choses qu'il faut faire surveiller. Il y a aussi d'autres organes qui peuvent être touchés. Il y a par exemple au niveau de l'estomac, moi je ressens une barre depuis que je suis sous corticoïdes quand je mange et c'est pas très très agréable. Au niveau des os, on a ce qu'on appelle une perte du calcium et donc on peut avoir une perte osseuse. C'est pour ça qu'on nous prescrit de la vitamine D ou du calcium à prendre en complément, c'est pour limiter la casse. Au niveau de la peau, il peut y avoir des choses. Alors moi, j'ai pas eu au niveau de la peau. C'est une peau qui devient plus fine, qui devient plus fragile. On peut avoir de l'acné. Donc il y a tout ça au niveau de la peau. Moi, je gonfle, je suis irritable et j'arrive pas à dormir. Bon, je pense que c'est déjà suffisant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour de ce que moi je connais, mais il y en a sûrement d'autres d'effets secondaires. En tout cas, s'il vous pose problème et si pour vous c'est compliqué, allez en parler à votre médecin. Il y a peut-être des solutions à trouver, soit au niveau des doses, soit au niveau de la durée, soit au niveau des compléments. Enfin voilà, essayez de trouver des solutions parce que c'est pas évident de vivre avec. Qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour essayer de mieux vivre avec ces effets secondaires ou essayer de limiter la casse ? Alors déjà, au niveau du sommeil. Au niveau du sommeil, j'étais en mode animal de nuit. Et je me suis dit, j'ai aucune envie de me transformer en chauve-souris ou en vampire, à vivre pendant la nuit et à être complètement déréglée pour le jour. Donc j'ai essayé de recaler mon corps en mode jour-nuit, recaler mon horloge interne, comme on appelle, pour pouvoir fonctionner comme la majeure partie des humains classiques, c'est-à-dire vivre le jour. Et comment on fait ça ? Alors déjà au niveau de la lumière. Au niveau de la lumière, ce qui est important, c'est de s'exposer à la lumière du jour le matin quand on se lève pour que le corps prenne vraiment conscience qu'on est le jour. Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire boire son café sur la terrasse, à la fenêtre, dans le jardin, aller balader, voilà, ce que je dis pas se faire bronzer ou se mettre en mode comme ça, mais déjà pouvoir profiter de la lumière du jour. Ensuite, être assez actif la journée, on peut faire des petites siestes, surtout si on est fatigué, mais essayer de privilégier une activité physique la journée pour que le corps soit en mode réveil aussi. Donc, comme je disais, on peut balader, on peut aller à la piscine, on peut faire du jardinage, on peut faire plein d'activités. Ce qui est important, c'est d'être dehors et de se bouger un petit peu comme on peut, dans la limite de ce qu'on peut faire pour pouvoir être en mode actif. Et le soir, attention, la lumière bleue, les écrans, le corps, quand il voit cette lumière-là, pour lui c'est le jour, même si c'est la nuit. Donc essayez de couper les écrans 1 heure avant d'aller dormir, c'est pas si facile que ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est parce que les écrans, il n'y a pas que la lumière bleue, il y a aussi toute la stimulation que ça fait à votre cerveau. Et ce qui est important, c'est de se mettre en mode tranquille. Donc voilà, pas regarder les écrans, essayer de prendre un bouquin un peu tranquille, écouter de la musique de méditation si c'est votre truc, ou de la musique calme pour dire au corps, là on se prépare à dormir, on est en mode nuit. Donc voilà moi ce que j'ai tenté. Niveau humeur, ce que j'ai essayé de faire,
c'est déjà de pouvoir expliquer à mes proches pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent se préparer. Quand j'ai vu que je commençais à être un petit peu stressée, pouvoir dire, bon bah écoute, déjà je suis fatiguée, déjà j'ai la maladie, la douleur, etc. C'est pas évident tous les jours, mais en plus je prends un médicament et ce médicament, j'ai la sensation qu'il m'énerve, qu'il me rend plus irritable. Donc si je réagis un peu trop vite, de façon un peu disproportionnée, voilà, tu sais pas pourquoi, c'est pas forcément par rapport à toi. Il y a aussi ce médicament qui rentre en compte. Donc voilà, ça va durer un petit peu le temps de ce traitement. Mais voilà, je vais essayer de faire au mieux. Mais enfin, sache que voilà, il y a cet effet-là. Déjà, en le disant et en expliquant, ça permet aux proches d'un petit peu mieux le vivre parce que pour eux, c'est aussi difficile d'avoir quelqu'un qui est irritable quand ils essayent de l'aider. Au niveau du caractère aussi, réduire les irritants, réduire toutes les situations où vous savez que ça vous saoule, vous savez que ça vous énerve, essayez au mieux de les éviter, d'éviter aussi les gens qui vous énervent et de pouvoir se ménager des moments pour soi, des moments qui font plaisir, des moments un peu de calme dans la journée pour recharger les batteries. Donc voilà, au niveau de l'humeur, moi ce que j'ai pu tester. Au niveau de tout ce qui est physique. Alors, il y a deux choses, il y a la rétention d'eau et il y a le gras. Longtemps, par rapport aux corticoïdes, les médecins prescrivaient des régimes sans sel, sans sucre, des régimes d'exclusion. Maintenant, ils reviennent un petit peu en arrière et sont plutôt sur le fait de diminuer le sucre, diminuer le sel, mais pas sur des choses sans sel, sans sucre, très excluantes. Pourquoi ? Parce que, au niveau des études et au niveau de la littérature, le niveau de preuve n'est pas si important que ça sur les bénéfices du régime sans sel. Il y a des discussions. Et puis aussi, il faut bien se mettre en tête qu'on ne court pas un sprint, on court un marathon et qu'il faut tenir dans le temps. Et il faut tenir en étant le mieux possible. Donc, essayer de réduire un maximum comme on peut, comme ça nous convient, le sel et le sucre, c'est quelque chose qui peut être assez positif et qui a des effets de toute façon sur la rétention d'eau. Autre chose, c'est boire. Alors non, pas boire d'alcool, s'hydrater, boire de l'eau. On peut intuitivement penser que si on boit beaucoup d'eau, on va beaucoup gonfler. C'est l'inverse. C'est si le corps n'a pas assez d'eau, il va essayer de retenir l'eau qu'il a et donc on va gonfler. Donc plus on boit d'eau, plus cette eau va circuler et moins on va gonfler et moins on va faire de rétention d'eau. Donc il y a tout ce qui est hydratation. Il peut y avoir au niveau du visage aussi des massages, tout ce qui va pouvoir du coup faire du bien, faire circuler. Ça peut être utile. Maintenant, au niveau du gras, au niveau de l'alimentation, moi ça me faisait flipper ce fait de prendre du poids, de prendre du gras. Et je me disais, oulala, il va falloir faire un régime. Donc j'ai commencé à pas manger ci, à pas manger ça, à faire hyper gaffe, à être dans la frustration et à me battre contre mon corps en fait. Et le corps, quand on se bat contre lui, il le prend assez mal. Et à un moment donné, il vous met toujours un retour de bâton dans la gueule et c'est lui qui gagne à la fin. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer des fringales, des compulsions alimentaires, il va stocker, il va faire tout ce qu'il peut pour vous dire stop, t'arrêtes de me maltraiter, tu essayes de m'accepter, et puis après, on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Donc du coup, j'ai arrêté de me battre contre mon corps, j'ai essayé de vivre les choses le mieux possible, de m'accepter, de travailler sur l'estime de moi, de travailler sur les changements de mon corps. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Et puis quelque part, ça fait du bien, même si c'est pas facile. C'est pas facile quand on gonfle et qu'on prend du poids, surtout dans la société actuelle. Mais voilà, déjà être bienveillant avec soi-même, c'est pas mal. Gardez aussi en tête qu'il n'y a pas que ce qu'on mange. Il y a comment on mange. Et comment on mange, souvent sur la pause de midi surtout, on va manger sur un coin de table, en regardant son portable, en regardant l'ordinateur, etc. Et le corps, il n'a pas conscience qu'il mange. Et surtout quand le corps, il a été un petit peu paumé, il a fait le yo-yo, il a perdu ses repères, et là, au niveau des sensations alimentaires, c'est compliqué. Donc, ce qui est
intéressant de faire, c'est de pouvoir reprendre le temps de manger, se donner un temps pour le repas, un temps calme et un temps où on fait que manger pour que le corps prenne conscience qu'il mange. Et prendre le temps aussi de mastiquer, de mâcher. La diététicienne m'a dit il faut 20 minutes de mastication pour que le corps prenne conscience qu'il mange et qu'il puisse vous envoyer des signaux de j'ai plus faim et que vous puissiez vous sentir calé. Donc voilà, donc on pose sa fourchette, on prend le temps, on respire, on essaye de savourer ce qu'on mange et on prend ce temps de manger, on consacre du temps, de l'énergie, de l'attention au fait de manger. Et voilà, on a ce temps de repas qui va faire qu'on va vraiment avoir la sensation de ne plus avoir faim et d'être rassasié, et on va moins grignoter aussi, donc ça va pouvoir être intéressant parce que c'est intéressant de rester sur des repas et pas être sur du grignotage. D'ailleurs, pour le grignotage, ce qui est pas mal, c'est que les choses grasses, sucrées qu'on boulotte comme ça devant Netflix, où on sait que c'est le piège, on va pas les acheter, loin des yeux, loin de l'estomac. Si on le voit pas, on va pas en avoir envie, et puis si on l'a pas, on va pas le manger. C'est assez simple. Pouvoir aussi garder cette notion de plaisir. C'est que, par exemple, si j'adore le chocolat, je peux manger du chocolat comme ça devant une série et m'envoyer la plaquette en 5 minutes et même pas avoir conscience que je l'ai mangé et même pas en avoir eu du plaisir parce que je l'ai mangé tellement vite. Ce qui peut être intéressant, c'est acheter le chocolat que j'aime, le chocolat qui moi me fait plaisir, et pouvoir manger un carré de temps en temps, et ce carré-là, vraiment le savourer. Pouvoir manger un petit bout, le faire fondre sous la langue, voir le goût que ça a, réfléchir à l'arôme, respirer, prendre son temps et voilà, s'accorder du plaisir pour moins être dans la frustration. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Et puis faire gaffe à tout ce qui est healthy et tout ce qu'on nous dit. Il faut manger de goji, il faut manger du quinoa, il faut manger ci, il faut manger ça, avec des espèces de pokéballs hyper compliqués. Moi, je pense que ce qui est pas mal, c'est de pouvoir rester simple. Voilà, un repas équilibré avec des protéines animales ou végétales, parce que c'est important les protéines, surtout quand on perd du muscle, et puis du glucide, des lipides, voilà, quelque chose d'équilibré, et de ne pas se prendre la tête sur des repas. Un légume, ça suffit. Pouvoir cuisiner si ça nous plaît et ce qui nous plaît, et si on peut le faire et si on a l'énergie de le faire, ça c'est pas mal aussi. Manger des bons produits, des produits de saison si on peut, voilà, et avoir des précaux alimentaires qui sont assez classiques, mais voilà, en faisant attention à comment on mange, ça peut apporter quelque chose, et ça peut arriver aussi à moins manger et à contrer cet aspect du corps qui donne les fringales et qui donne faim. Donc voilà, moi, ce que je peux vous dire et vous proposer, vous partager. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un pouce pour m'encourager. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Si vous voulez réagir et partager votre expérience, mettez-les en commentaire. Comme je dis, tant qu'on est sympathique et bienveillant et qu'on s'énerve pas et qu'on se transforme pas en moi moche et méchant, mais tout se passe bien. En tout cas, moi je serais contente de vous répondre si vous mettez en commentaire. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous le mieux possible et puis faites de votre mieux quand vous pouvez. Bye bye.